Bonjour et bienvenue à cette exploration autour de la virtualisation. On va se pencher sur des questions assez pratiques aujourd'hui, tirées de retours d'expérience. Pourquoi faut-il activer un truc dans le BIOS? Comment choisir entre, disons, VirtualBox et VMware? Et cette histoire d'adaptateur Wi-Fi USB pour certains tests. Oui, des questions très concrètes qui reviennent souvent. Exactement. L'idée, c'est de clarifier un peu tout ça, simplement pour ceux qui débutent ou qui veulent aller un peu plus loin. On va donc parler de l'activation matérielle, du choix du logiciel, d'un petit souci d'affichage, du matériel réseau spécifique, et puis des permissions d'installation. Prêt? Allons-y. Et commençons peut-être par le commencement, l'activation matérielle. Beaucoup de gens se demandent pourquoi c'est si important. Oui, voilà. Pourquoi on doit aller fouiller dans ces paramètres BIOS ou IEFI là au démarrage? Pour activer cette option Intel VTX ou AMDV, c'est quoi l'enjeu? C'est simple en fait. Sans ça, le processeur, il lui manque des instructions spéciales. Des instructions conçues exprès pour gérer la simulation d'autres systèmes. Ah d'accord. C'est une fonction qui est câblée dans le processeur, quoi. Et les logiciels comme VirtualBox ou VMware, ils comptent dessus pour faire tourner les machines virtuelles. Efficacement. Donc si on l'active pas, Ça va ramer, ça peut planter ou ça refuse carrément de démarrer la machine virtuelle. C'est vraiment le fondement technique pour que ça marche bien. Indispensable. ok, c'est très clair. C'est la clé matérielle donc. Bon, une fois qu'on a ça, on arrive au choix du logiciel. VirtualBox d'un côté, VMware de l'autre. Qu'est-ce qui fait pencher la balance, Lino? C'est quoi les vraies différences au quotidien? Alors, la grosse différence, c'est souvent le modèle économique et un peu la performance brute. VirtualBox, son grand atout, c'est qu'il est gratuit et open source. Oui. Donc, pour débuter, pour apprendre, pour des usages personnels ou même éducatifs, c'est souvent idéal. Il fait le job pour la majorité des besoins. Et VMware, on entend souvent dire que c'est plus pro. C'est justifié, ça? Oui, en partie, VMware, surtout les versions payantes comme Workstation Pro, est réputé pour offrir de meilleures performances, surtout quand on sollicite beaucoup les machines virtuelles. Genre plusieurs en même temps ou des applis lourdes? Exactement, ou pour une gestion réseau plus fine, du fonctionnalité plus avancée. C'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup en entreprise ou chez des utilisateurs qui ont besoin de cette puissance et de cette fiabilité. Donc oui, Pro, ça vient de là. Plus de contrôle, plus de patates, mais faut sortir la carte bleue en général. D'accord, donc le choix dépend vraiment de ce qu'on veut en faire. Bon, imaginons, on a choisi VirtualBox. On installe Windows dedans, et là, paf, l'écran reste tout petit ou l'affichage est un peu flou. C'est un classique apparemment. Ah oui, ça c'est le grand classique. Presque à chaque fois, c'est lié au pilote graphique virtuel qui est utilisé par défaut par VirtualBox. Et on peut faire quelque chose? Heureusement oui, et c'est souvent assez simple. Il faut aller dans les réglages de la machine virtuelle, dans la section affichage. Là, il y a un paramètre contrôleur graphique. D'accord. Et en fait, il suffit souvent de changer cette option. Par exemple, passer de VMS VGA à VBox VGA ou l'inverse, parfois VBox SVGA aussi. Il faut tester un peu. L'idée, c'est de trouver le contrôleur qui s'entend le mieux avec le Windows qu'on a installé dans la VM. Ça résout le problème dans la plupart des cas. Intéressant, une petite manip de compatibilité en somme. Autre point technique qui intrigue, cette nécessité d'avoir une carte Wi-Fi externe sur port USB pour faire des tests de sécurité réseau, du pen testing. Pourquoi le Wi-Fi intégré de l'ordi ne suffit pas? Alors ça, c'est parce que les cartes Wi-Fi qu'on a dans nos portables, elles sont bridées, en quelque sorte. Elles sont faites pour se connecter à un réseau, et c'est tout. Elles font leur travail de base, quoi. Voilà. Mais pour l'audit de sécurité, on a besoin de fonctions spéciales. Surtout le fameux mode moniteur, pour pouvoir écouter tout ce qui se passe sur les ondes Wi-Fi autour, sans être connecté. Une sorte d'oreille indiscrète. C'est un peu ça, oui. Et l'autre fonction clé, c'est l'injection de paquets. Ça, c'est pour envoyer des trames Wi-Fi spécifiques fabriquées pour tester comment le réseau réagit, par exemple pour des attaques de désauthentification. Et les cartes intégrées, elles ne savent pas faire ça. Non, la plupart du temps, elles ne le permettent pas. C'est une limitation matérielle ou au niveau du pilote. Du coup, il faut une clé Wi-Fi USB externe qui soit compatible avec ces modes. Les sources mentionnaient une alpha, par exemple. C'est un grand classique dans ce domaine. Ah, je comprends mieux. C'est vraiment une question de capacité matérielle spécifique pour ce genre de tâches. Tout à fait. C'est l'outil indispensable pour l'audit Wi-Fi, souvent utilisé avec des distributions Linux comme Kali, d'ailleurs. Logique. Et pour finir, une question plus terre à terre, quand on installe VirtualBox, il demande parfois des autorisations pour installer des pilotes réseau ou autres. On clique sur oui sans Ah crainte. oui, absolument. Il faut accepter ces permissions.
VirtualBox, pour fonctionner correctement, a besoin d'installer certains composants qui interagissent directement avec le système hôte. Comme quoi, par exemple? Typiquement des pilotes réseau virtuels, pour permettre à la machine virtuelle de communiquer avec l'extérieur, via le réseau de l'ordinateur hôte, par exemple pour le mode pont, bridge. Il peut aussi avoir besoin de pilotes pour gérer les périphériques USB connectés à la VM. D'accord. Et si on refuse? Si on refuse, soit l'installation va échouer, soit certaines fonctionnalités essentielles ne marcheront tout simplement pas. L'accès réseau, par exemple, risque d'être bloqué ou très limité. Donc oui, il faut accorder ces autorisations. Parfait, c'est noté. Alors si on essaye de résumer rapidement, 1. Activer la virtualisation matérielle dans le BIOS UEFI, c'est non négociable, c'est la base. 2. VirtualBox, c'est super pour démarrer, c'est gratuit. VMware, c'est plutôt pour la perf et le monde pro. C'est ça? 3. Les problèmes d'affichage dans une VM Windows sous VirtualBox, ça se règle souvent en changeant le type de carte graphique virtuelle dans les paramètres. 4. Pour le pentesting Wi-Fi, la clé USB spéciale est obligatoire pour avoir le mode moniteur et l'injection. Exactement. Et 5. Oui, il faut accepter les permissions demandées par VirtualBox à l'installation pour que tout fonctionne bien. Voilà, une bonne synthèse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois ces quelques aspects techniques maîtrisés, ça ouvre vraiment des possibilités. Ces outils de virtualisation, ça devient comme des petits labos personnels. Pour expérimenter sans risque, c'est ça. Tout à fait. Tester des systèmes, développer dans des environnements isolés, ou même, comme on l'a vu, s'initier aux bases de la sécurité réseau. Tout ça depuis sa propre machine. C'est assez puissant. C'est vrai. Une fois qu'on a ces clés, on peut explorer pas mal de choses. Ça laisse peut-être une question en suspens. Jusqu'à quel point ces mondes virtuels peuvent-ils vraiment mimer la complexité du réel? Où sont les limites de cette approche pour apprendre, pour comprendre en profondeur? Une piste de réflexion peut-être?